Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est, en un sens, vous lire un article que j'avais publié il y a 2 ans dans le cahier du roman sur le passeport, parce qu'il me semblait que cela correspond parfaitement à nos propos aujourd'hui. Et puis, en écoutant, j'ai eu l'idée de l'article que je vais écrire pour ce numéro, c'est-à-dire l'étrangeté sans béquille dont j'avais parlé avant. Donc, ce serait une façon de prendre ça, de pousser ça un pas en avant. Donc, je commence et je ne veux pas répéter ce que Joël a très bien fait ce matin, c'est-à-dire l'histoire de Jérémie. Je reprends une petite citation de Jérémie et je commence mon article avec une assez longue citation, mais seulement celle-ci que je crois que Joël n'avait pas lue ce matin. C'est Jérémie, il dit Ézéchiel lui demande comment t'appelles-tu? Attendez, je vais voir sur mon passeport. Il sort de sa passeport. Ceci est le permis de chasse, etc., etc. Et puis, bon, c'était lui. Et puis, il se nomme. Et il se donne un nom, Gaston de Montmorency. Bon. Jacques Durosier, Gaston de Montmorency. Nous sommes toujours dans cette même problématique. Donc, après avoir cité cette scène dans Ézéchiel, je commence l'article donc en disant que ce burlesque révèle une thématique omniprésente chez Cohen, celle du mal-être juif dans le monde. J'avais écrit du monde chrétien, mais je le gomme un peu, je ne sais pas. Où tout passage de frontières rappelle une peur ancestrale. Depuis, comme nous avons dit il y a 10 minutes, depuis le temps de la Genèse. L'objet le plus prisé de cet imaginaire des traqués de tout temps ne serait donc autre qu'un passeport valide et de surcroît un passeport diplomatique protégeant contre tout méchant, contre tout agent rencontré au seuil d'une frontière. Cette obsession fut aussi celle de la mère d'Albert Cohen, et je vous rappelle cette citation magnifique, n'est-ce pas? Et dis-moi à mes yeux cette situation que tu as en ce bureau international. Il lui explique qu'il a un passeport diplomatique, que personne ne peut regarder dans ses valises. Et puis elle lui dit à la fin de cette citation, si ton grand-père de bonne mémoire, qu'il repose en paix, si ton grand-père vivait comme il serait content, parce que lui, même lui, le notaire royal de Corfou, les révérait, eh bien, il devait ouvrir ses valises à la douane. Donc, passeport, valise, frontière, douane, autorité, État, etc. Mais si les Juifs possèdent un passeport, ce document restera toujours suspect, telle une fiction temporaire, fiction toujours sujette à être révoquée, comme ce fut le cas, en fait, de Juifs de nationalité française sous Vichy ou pour le protagoniste de Solal dans Belle du Seigneur. Donc les Juifs qui ont été naturalisés français ont vu leur passeport enlevé, etc., ou annulé. Chez Cohen, le passeport est toujours une illusion que l'on espère pouvoir faire passer pour réel et naturel, et au besoin en avoir un autre le cas échéant. Aussi, Albert Cohen joua-t-il avec de multiples facettes d'un tel document dès son premier roman, Solal. Se trouvant sur un bateau qui va en Italie, Saltiel est à la poursuite de son jeune neveu Solal qui vient de s'enfuir en Europe avec la femme du consul français. Et nous avons cette citation magnifique. Saltiel interrompait parfois sa lecture pour s'assurer que son passeport et celui de son grand-père était dans sa poche. Pourquoi le passeport de son grand-père mort depuis 40 ans? Prudence. On ne sait jamais. Un passeport est toujours utile à garder. Le passeport, c'est-à-dire un permis d'entrée et de passage,
Passé et entrée, c'est la reconnaissance de la légitimité légale, mais aussi humaine de la personne, reconnaissance justement du droit d'en être. Or, cet en être, sa possibilité, ou plutôt son impossibilité, hante toute l'œuvre d'Albert Cohen où foisonnent les références au passeport. Est-il possible, se demande Cohen, d'être juif et d'entrer, sortir, passer, en être en cette Europe qu'il vit si intensément, cette Europe, la sienne, entre l'affaire Dreyfus et la Deuxième Guerre mondiale? Sa réponse est négative. Pour Albert Cohen, et ce de manière catégorique et répétée dans ses écrits, le judaïsme, et c'était intéressant ce que Joël avait dit, je pense, vous citez textuellement ce matin, vous avez dit le judaïsme, c'est comme une catastrophe, mais en fait, la citation chez Montaigne, chez Albert Cohen, mais Montaigne aurait pu dire autant, le judaïsme n'est pas une religion, c'est une catastrophe. Et je trouve cette transposition assez intéressante. Je veux dire, et pour moi, personnellement, c'est la phrase clé de l'œuvre de Cohen. Le judaïsme n'est pas une religion, c'est une catastrophe. Donc, et ça, c'est dans la pièce Ézéchiel. Sa réponse, donc voilà, réponse pour nous si perturbante que nous n'avons de cesse de souhaiter la refouler. Le passeport, ce n'est qu'une figure chez Cohen de cette catastrophe nommée judaïsme. De même pour les jeux de passage d'entrée toujours entachés, suspects. Toute l'œuvre de Cohen peut se décliner selon cette obsession du passage légitime, liée au désir d'être légitime et liée également à la reconnaissance de l'abîme entre le désir d'en être et le destin catastrophique que l'on nomme judaïsme. Le tout raconte cette catastrophe de celui qui désire en être, mais ne peut à la limite que y être quand on ne lui afflige pas carrément le non-être, la mort. Que de souhaits de mort aux Juifs dans le ville de l'amour du prochain. L'en-être, le passage, la reconnaissance impossible constitue à mon avis un des leitmotifs majeurs donc de l'œuvre, qu'il s'agisse des chapitres les plus apparemment romanesques de Belle du Seigneur ou des récits autobiographiques tels que Ô vous frères humains ou le livre de ma mère, ou qu'il s'agisse même de la fine fleur de son œuvre diplomatique, le nouveau passeport, etc., dont Joël nous a si bien parlé ce matin. Or, dans l'ordre historique et biographique propre à Albert Cohen, ce sens de l'être légitime ou illégitime du juif dans la communauté chrétienne se perd tôt et brutalement. Et là, j'ai tout un passage où je parle de cet épisode que nous connaissons tous, donc ce n'est pas la peine de lire. Seulement une petite citation, il vaut mieux toujours lire Cohen que moi-même. Et je suis parti donc de cette rencontre, éternelle minorité, le dos soudain, courbé avec cette habitude de sourire sur la lèvre, etc., etc. Il est plus cruel de vivre dans une communauté de laquelle on ne fait pas partie au niveau symbolique que d'en être tout simplement physiquement exclu. Ça, c'est une proposition assez difficile à accepter. Quand le port ne signifie guère se mettre à l'abri et être avec un havre symbolique et littéral, ne serait-ce qu'au niveau de l'espoir ou de l'illusion, les deux éléments constitutifs de nos pensées, l'acte du passage demeure le site du malheur de celui qui est condamné à être perpétuellement en sursis. Car le port, la porte, la fenêtre signifient les seuils d'une différence essentielle entre l'intérieur et l'extérieur, entre ceux que l'on accueille dedans et ceux qui restent dehors, ou pire, ceux qui restent dehors tout en vivant à l'intérieur. Il s'agit somme toute de la différence entre l'y être et l'en-être et de la résolution de ces différences dans le non-être. Et Cohen est un maître de la dramatisation romanesque de cette différence et de son destin mortel, et cela depuis la première page de Belle du Seigneur.
Le début de ce roman remarquable étonne par sa richesse thématique et surtout figurale. Mais il est aussi bizarre, complètement bizarre. Et c'est la raison pour laquelle j'avais Cohen sur mon bureau, quelqu'un m'avait offert comme cadeau pendant 5 ans et je n'arrivais pas à aller au-delà de la page 25 pendant très longtemps. Hein. Et il y avait là quelque chose qui me rebutait. Je pense que j'essaie de repérer un peu ce que c'est cette histoire. Pourquoi? Donc, la première scène est en apparence une galanterie dans le style ancien, opératique, voire une parodie macabre de Don Juan. C'est aussi l'épreuve morale d'Ariane. Pourra-t-elle devenir vraiment digne de l'amour de Solal en l'aimant déguisé en un hideux Jérémie? Pourra-t-elle racheter la faute de toute femme, ça c'est son langage à lui, celle d'adorer quelques prestigieux grands babouins plutôt qu'un homme sincère et aimant, un juif comme on ne peut plus, orthodoxe, vieux et miteux. Mais par-delà ces deux interprétations fondées, un élément surprend ici. Par un effet de télescopage narratif étonnant, cette scène liminaire préfigure en effet les thèmes de l'honnête, l'y-être et le non-être. Des questions de passage et de l'égalité, elles préfigurent ensemble le destin de ce personnage extraordinaire que Solal. Le tout se joue donc ici dès la première page où l'auteur comprime désir, destin sous la couverture de la séduction amoureuse, le leurre qu'il tend au lecteur. Et moi, je suis assez obsédé dans mes lectures d'Albert Cohen. Enfin, c'est une obsession de répéter que pour moi, le motif romanesque, c'est un leurre. On reviendra plus tard à Bernard Pivot et ce qui se passe quand on parle d'Albert Cohen dans quelques pages. Donc, un rappel rapide de l'intrigue. Ce n'est pas la peine que je vous le rappelle, donc je passe. Tout simplement, et ce que j'essayais de montrer dans mon livre, c'est qu'il y a une intrigue qui est bien repérable là-bas, n'est-ce pas, qui est très politique, et qui est très historique, et qui est très cachée. C'est-à-dire qu'il faut arriver à la page, je crois, 800 dans l'édition de la Pléiade pour comprendre pourquoi Solal a été révoqué son préavis, etc., et le mobile de tout cela. Et tout cela, c'est très marrant, c'est très caché. Hein? Et c'est vraiment un jeu de cache-cache. Donc, il y a donc à la première page du roman, il traverse donc une forêt sur un cheval. Il y a un valet menant à ses côtés un autre cheval destiné à emporter sur son dos Ariane, la femme qu'il souhaite séduire et emmener. La geste semble de plus galant, voire parodiant un romanesque désuet. Le but de cette promenade est de passer par la fenêtre de la villa d'un subalterne ridicule nommé Adrien Dom pour en séduire la femme. Le pari de Solal est donc de réussir cette séduction en se déguisant en un pauvre vieux juif orthodoxe, etc., soit en un Jérémie qui, lui aussi, dans la pièce Ézéchiel, passe par la fenêtre pour entrer chez Ézéchiel, lui annoncer le mort de son fils et en fait vraiment le suicide de son fils. Son fils qui rentre en bateau voir son père, mais qui ne veut pas voir son père, c'est le drame d'Albert Cohen, et qui décide de se suicider, n'est-ce pas? Et c'est le travail et qui se suicide, qui meurt, et c'est le travail de Jérémie de lui annoncer cette histoire. Étrange manie que ce passage par la fenêtre. Paradoxalement, Adrien Dom rêve, quant à lui, rien de plus que d'acquérir chez lui le gros poisson Solal. D'ailleurs, l'intrigue de premières 214 pages tourne autour de l'invitation de Solal, des préparatifs, etc. Mais pourquoi tous ces manèges pour la séduction d'une femme médiocre, somme toute une idiote, comme il la qualifiera par la suite? Pourquoi un Solal qui est à ce moment-là à l'apogée d'une brillante carrière et qui passe le premier en tout lieu, château, palais, frontières internationales, etc., décide-t-il de pénétrer dans une villa bourgeoise par la fenêtre, tel un voleur ou un violeur?
L'alibi de l'épreuve morale d'Ariane est tout aussi fantasque qu'elle l'est en 1936 un enlèvement amoureux avec cheval et valet. Car n'est-il pas absurde de supposer que toute femme, totalement surprise dans l'intimité de sa chambre par un vieillard portant l'antique manteau d'étain, enfin, vous connaissez tout ça, grotesque, n'en serait pas terrorisée et puis dégoûtée? S'agit-il vraiment d'une épreuve morale pour Ariane ou bien plutôt pour Solal? De la répétition, ou bien plutôt pour Solal, c'est-à-dire la répétition compulsive, mortifère et à peine inconsciente d'un chemin bien déterminé. Il y a après tout quelque chose de dans la structure même de cette scène qui relève de la nécessité absolue, c'est-à-dire de la répétition. Quelle que soit sa situation dans le monde, Solal se sait illégitime, en sursis parce que juif, et il veut mettre en jeu ce manque à véritablement en être. Solal est le passeur torturé qui se sait criminel, ontologiquement criminel. Mauvais passeur. Seigneur déguisé en gueux, il fait jouer sur scène sa vraie identité, celle précisément d'un déguisé qui joue un rôle toujours faux et dont le déguisement bouffon révèle sa vraie vérité. Il était un vieux juif maintenant, pauvre et laid, non dépourvu de dignité. Après tout, ainsi serait-il plus tard. Ça, c'est au commencement du Belle du Seigneur. Passer par la fenêtre, se déguiser, apostropher l'autre qui le hait malgré toute réussite, telle est sa vérité, telle est l'histoire qu'il raconte à maintes reprises, tragiquement, Solal, Belle du Seigneur, comiquement, Mange-Clou, le Valeureux, ou pathétiquement, Ô vous frères humains, le livre de ma mère est carné. Le génie littéraire d'Albert Cohen, dans le début de Belle du Seigneur, c'est d'avoir condensé tous ces montages identitaires du désir d'en être et du destin du non-être en une scène liminaire, apparemment gratuite. Solal est ce passeur malheureux, sans un vrai passeport ontologique, signalé déjà par le désir de se suicider, dont il est question dès la première scène, avant la disgrâce de Solal, sous-secrétaire général, bien avant la disgrâce. Parce que la disgrâce vient après le passage à Berlin, je vous rappelle. Il s'arrêta pour considérer le petit compagnon trapu, donc son revolver, toujours prêt à rendre service. La balle s'y trouvait déjà, qui plus tard, n'en tentait d'abord l'entreprise en lui. Ça, c'est le commencement du roman. Non pas donc voi que sapete che cosa è amor, comme l'indique le refrain du Belle du Seigneur, n'est-ce pas, emprunté au mariage de Figaro, de Ponte, etc., mais plutôt voi que sapete che cosa è juido, c'est-à-dire ce que c'est qu'un juif. L'amour dans Belle du Seigneur n'est qu'un leurre, soit pour que le lecteur continue à lire cette catastrophe juive sous la couverture d'une histoire d'amour-passion, la norme, soit pour décevoir les derniers espoirs du désir du protagoniste, c'est-à-dire que l'amour puisse transcender ce qui est, la nécessité du réel, c'est-à-dire pour un Solal en 1936, la judéophobie incontournable. Non pas donc Belle du Seigneur, mais plutôt Beau du Seigneur, Dieu. Le juif du Seigneur, dont le destin, mais peut-être aussi le désir, n'est autre qu'une mort lente, spectaculaire, exemplaire. Un bariolé et oriental artiste de la fin. Il y a en effet au fond du judaïsme de Cohen, comme dans celui de Franz Kafka, une christologie, mais sans espoir. On a beau avoir une belle amante dans le village, l'entrée définitive au château vous reste toutefois interdite. Mais passons de l'intériorisation figurale du passeport à son extériorisation littérale, si cruciale pour comprendre la cohérence narrative de Belle du Seigneur. Cohen cache cette cohérence dans son immense et foisonnant roman polyphonique. Résumons, Solal parvient facilement à séduire Ariane, toujours sous-secrétaire général de la Société des Nations, il voyage à Berlin.
la rencontre avec la naine, la prise de conscience du besoin de faire quelque chose et non pas de passer sa vie dans les cocktails et dans les séductions idiotes, et puis dans le faux pas qu'il fait et la révocation sans préavis de la Société des Nations, comme il l'appelle, la SDN. Donc, de retour, donc voilà. Tel Joseph Redivivus, donc cette prise de conscience, il utilise sa position afin de tout faire pour aider les Juifs allemands à immigrer, ce qui précipite sa grâce à Genève, à la Société des Nations et dans toutes les capitales occidentales. Révoquer son préavis, etc., disgrâce totale. Ensuite, là, et ça, c'est ça qui est intéressant, la surenchère masochiste, manière de se défaire, afin d'assurer pour de bon son statut de réfugié, de réintégrer sa vraie identité ontologique, qui est en jeu ici depuis le début, il envoie lui-même une lettre au ministre de l'Intérieur français dénonçant l'irrégularité de sa propre naturalisation. Je vous rappelle que cette naturalisation lui a été donnée par ex officio par le sénateur Mossane dans Solal, etc. Quelques mois plus tard, il se reprend, n'est-ce pas? Il se rend à Paris pour réparer le tort qu'il s'était lui-même infligé. Solal va donc revoir ses anciens subalternes, en fait, pour tenter de rétablir sa naturalisation française, mais cela lui est partout refusé. Bon, vous connaissez les citations, je vous lis deux mots. « Ah, mon cher, on n'annule pas comme ça un décret de dénaturalisation. » Et puis, ce qui est magnifique dans ce passage, c'est la répétition chaque fois. Tous, 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 tous. Cette anaphore qu'il répète, n'est-ce pas? Tous au courant du scandale, tous au courant de la révocation, tous au courant des décrets, etc., etc. Il travaille ça poétiquement pour montrer vraiment la totalisation de ces rejets. Toujours en effet la pulsion de se défaire, de se dénoncer, de rentrer dans sa vérité mortifère, donc vraiment de se croiser, de monter sur sa croix. De lors, il devient clochard chic, donc les épisodes dont on a parlé aujourd'hui à Paris, où il achète des figures en chocolat pour se faire des amis, où il sort de sa valise, je ne sais pas, bagatelle pour un massacre, pour lire à haute voix, etc., n'est-ce pas? Il devient, n'est-ce pas, un paria total. En somme, le cercle est bouclé. Cercle commencé dans Solal. La métaphore du passage impossible avec laquelle il joue tout au long de la trajectoire révèle la réalité littérale du protagoniste. Le seigneur Solal devient le Jérémie traqué, un toqué, un juif itinérant, sans passeport, dont le mal-être répugne les autres. Naturalisation irrégulière, insuffisance de séjour préalable. Il est sorti et il a erré dans les rues, sans patrie et sans fonction, un juif chimiquement pur. Or, tel est précisément le montage identitaire donné à lire dès le commencement du roman par le passage par la fenêtre d'Ariane, montage qui met à mal l'illusion d'une trame narrative érotique se déployant de manière linéaire. Belle, seigneur, amour, ennui, suicide. C'est aussi l'illusion à laquelle le lecteur, avide d'érotisme, de manège de séduction et de satire sociale, veut s'accrocher à tout prix. Il n'y a qu'à revoir, par exemple, l'apostrophe que Bernard Pivot a tournée dans l'appartement d'Albert Cohen en 1977, pour s'en convaincre pour de bon. Le gros de l'interview sur Belle du Seigneur, c'est quoi? Description et analyse des 10 manèges classiques de la séduction, un par un. C'est hallucinant, n'est-ce pas? Et l'étonnement de Pivot lorsque Cohen commence à s'irriter, il lui dit enfin, passons. Il veut dire passons outre, mais enfin, n'est-ce pas? Et Pivot lui dit, et le 4e, et le 5e, et le 6e, n'est-ce pas? Et il commence à s'agacer.
ce serait intéressant de voir tout le métrage avant n'est-ce pas, les travaux éditoriaux, n'est-ce pas, ce qui est tombé par terre. Enfin, le nouveau titre de la traduction, et puis, si vous voulez un autre exemple de cette résistance, le nouveau titre de la traduction anglaise du Bel du Seigneur, réédité en 2005 par Penguin, Her Lover, perte irrévocable des multiples résonances sémantiques évoquent le titre originel, qui lui aussi est déjà un compromis romantique du vrai titre envisagé dès le début en 1938, à savoir la geste des Juifs. Ces glissements sémantiques, depuis la geste des Juifs jusqu'au Her Lover, n'est-ce pas? Ce glissement sémantique en dit long sur la résistance d'une grande partie du lectorat à lire la catastrophe juive que raconte Cohen. Il le savait et il jouait à sa manière avec cette gêne, comme le démontre la trame narrative de Bel du Seigneur. Comme les lecteurs, Ariane ignore ce Solal réprouvé, ignore sa réussite sur une corde raide et son filet, etc. Elle ignore qu'il est tombé de cette corde, que la galerie se délecte de sa chute. Elle avait quitté son mari avec un paria réprouvé, tandis qu'elle avait pensé que c'était avec un mâle alpha. Elle partage un destin qui se soldera en effet par un double suicide, et non pas pour des raisons érotiques, ni par ennui de l'amour charnel. Le lecteur, quant à lui, ne rencontre la grotesque naine Rachel qu'au chapitre 54, soit à la page 500 dans la Pléiade, sans aucune préparation, et après cet épisode, il n'y aura aucune référence à Rachel au fil de 360 pages qui suivent, après lesquelles elle sera rapidement mentionnée sans appui, même à la toute dernière page. Elle ferme les yeux de Solal mourant et chante la prière Shema Israël. Ce n'est d'ailleurs qu'à la page 845 que le lecteur apprendra les causes et les raisons de la dénaturalisation de Solal. Tout est fait donc pour que les lecteurs ne comprennent pas trop facilement les ressorts historiques, politiques et religieux de cette intrigue. Et pourtant, tout est là incontestablement sur la surface pour le patient, et je pense à ce verbe grec passero, n'est-ce pas, celui qui souffre, n'est-ce pas, pour le patient qui peut souffrir ce texte, qui désire savoir. C'est finalement dans ce chapitre 93 de Bel du Seigneur que l'ambivalence est remplacée par la ressemblance. Du Solal attitré, possesseur de passeports légitimes et protecteurs, c'est Solal qui passe d'une identité à l'autre et qui met en jeu ces passages de manière dramatique. On arrive à la fin du grand roman à la ressemblance sans équivoque. Solal est un Jérémie, mais riche. Il spécule à la bourse, mais il sait que sa situation est tout aussi précaire que celle du tout juif polonais qui erre dans les trains en Europe, sans papier et sans sous. Avec le gain de ces derniers mois, plus de 100 billets de $1000 sur lui, un bouclier sur sa poitrine, facile à emporter en cas d'expulsion. L'ambivalence de ce sous-bouffon général Solal solitaire soleil se solde dans ce chapitre 93 par une clarification sans équivoque. Solal, le juif chimiquement pur, Solal, le sans-papier, Solal pour qui le jeu de passage arrive à leur terme, comme il était prédit dès le début. La mort parce que juif, le non-être, et donc à la fin de l'écriture, puisque le ressort de cette écriture se nourrisse de l'ambivalence et meurt avec sa disparition. Le passeport, la naturalisation ne sont donc bel et bien que des figures à peine voilées et des embrayeurs narratifs qui articulent les dires de cette catastrophe qu'est le judaïsme chez Albert Cohen, surtout dans ses romans. Je vous remercie.